notre question, ça s'adresse aux militants, et savoir comment les personnes se saisissent se rentrent dans la télé Carmonde et comment les personnes deviennent militantes. Parce que voilà, le militantisme, il faut avoir une connexion, il faut avoir déjà un intérêt. Donc, voilà, comment ça se passe? Donc la question est comment les personnes deviennent militantes de la télé Carmonde. Donc je passe la parole. Mais moi, je suis devenue militante de la télé Carmonde. J'ai vécu la grande pauvreté. Et voir ses parents toute leur vie se tuer à la tâche. On était 10 à la maison pour pouvoir essayer de nous faire vivre correctement. Et quand vous vivez à 10 dans un wagon de train, dans un gadou, parce qu'on était dans un gadou, voir mon père comme ça, je me suis dit, arrivé à un certain âge, je ne voulais plus voir mon père dans la misère, mes frères et sœurs. Je dis un jour que je vais être grande, je vais travailler, je vais faire là. Et j'ai rencontré ce bon chemin, le mouvement ATD. Je ne savais pas lire ni écrire. Et là, j'ai vu une personne qui s'intéressait à moi, qui trouvait ce que je disais, c'était important, parce que jusqu'à présent, personne ne faisait attention à nous, quoi. On était là, et puis au final, si on aurait pu se débarrasser de nous, on serait débarrassé de nous. On gênait la société. Et cette personne-là m'a appris à lire, m'a appris à écrire. Et j'ai commencé la bibliothèque de rue. Bibliothèque de rue, c'est des personnes qui vont un petit peu partout avec des livres, où on interpelle les mamans, les parents, où on leur apprend un petit peu à lire, faire des dessins, il y a beaucoup de choses quoi, comme ça. Et j'ai trouvé ce moment intéressant. Voilà. Et puis en grandissant, je suis avec ATD depuis l'âge de 12 ans. J'ai 56 ans. Et bon, là après, on m'a donné des responsabilités à ATD. C'est les croisements des savoirs et des pratiques, les formations que je fais. Mais à côté de ça, je suis partie d'un groupe de droit, pour les droits, le logement, la santé, tout ça. Je me suis investie aussi pour l'université populaire, comme vous a parlé Florence. Et je fais des interventions un petit peu partout, là où on me demande. Et je me suis investie dans l'école de ma fille, parce que ma fille a été frappée assez souvent à l'école. Et là, j'ai parlé un petit peu avec la classe de ma fille. J'ai demandé aux enfants pourquoi on était tout le temps en train à frapper ma fille. Pour quelle raison? Est-ce que c'était la différence? Parce qu'elle était différente d'eux? Ou c'était parce qu'elle était mal habillée? Et il y a les gamins une petite fille qui m'a dit, mais vous savez, moi je frappe tout le temps Kelly, mais je ne sais pas pourquoi. Je la frappe depuis la maternelle. Alors je me suis dit, il faut que ça s'arrête. L'agression des enfants, il faut que ça s'arrête. J'allais parler à une responsable à ATD qui s'appelle Marie-Claire, et on a intervenu. Parce qu'on a eu le thème du national pour l'université populaire, c'était la discrimination. Et là, on a travaillé avec plusieurs classes. Et puis du coup, ils voyaient ma fille dans notre regard. On me la frappe plus. Alors, je suis militante justement pour que tout ça s'arrête. Et je continuerai jusqu'à la fin. Voilà. Ok. À vous? On va tourner comme ça. Ça a répondu à votre question? Ou est-ce qu'il y a peut-être un autre? Je sais qu'il y a une autre question un peu pareille derrière. Oui, bonjour. Ah bon. Ce que tu as dit, c'est très très bien. Moi, je trouve ça que c'est bien et t'as avancé dans ta vie au moins. Mais où je suis pas d'accord, moi je trouve que tu as parlé d'un cas personnel, mais tu n'as pas répondu comment on devient militant. Ah voilà, oui. Mais peut-être tu veux répondre, Guy, ou... Ah, moi je ne sais pas parler, moi. Ou Verena, ou je ne sais pas, il y a d'autres... Oui, il y a aussi, Les femmes, hein. Pardon, avec ça, ici, des femmes. Mais moi, vous avez pas la raison. question du groupe. Voilà, vous avez raison. Là, moi, je vous parlais de moi parce que on m'avait dit combien on devient militant. Non, combien on devient militant. Moi, je suis devenu militant parce que j'ai rencontré ATD. Et c'est vrai que je suis porte-parole de l'ensemble du mouvement, quoi. Je ne parle pas comme nom, je parle de toutes les familles qui sont isolées, qui n'arrivent plus à se relever, quoi. Voilà. Merci. Parce que moi, j'aurais simplement dit, on devient militant d'ATD quand tu as été dans la grande pauvreté, comme toi, comme moi, comme tant d'autres.
en adhérant à ATD Quart Monde et en participant aux actions ATD Quart Monde, c'est tout. Voilà, et là, t'es vraiment militant. Qu'est-ce qu'il y a, Florent? Non, non, si, mais... C'est Si, tout à fait, mais c'est ta réponse et c'est la sienne, bien sûr. Alors à vous, donc nous en étions. J'étais en train de reformuler la question. Alors, on aimerait savoir quelles sont les évolutions concrètes et acquis que nous avons, que le mouvement ATD a obtenu depuis sa création en 1957. Alors, je parlais tout à l'heure de ces lois. C'est vrai qu'en 1987, il y a un rapport qui a été fait sur la pauvreté par Joseph Brzezinski, qui était devenu membre du Conseil économique et social. C'est-à-dire dans cette idée qu'il fallait que la vie et la parole des personnes les plus pauvres, elles pénètrent vraiment dans les lieux de pouvoir, il était rentré au Conseil économique et social. Il a écrit donc en associant les universités populaires, par exemple, donc les personnes directement en situation de pauvreté, il a écrit avec d'autres, mais un rapport sur la pauvreté qui faisait un certain nombre de propositions politiques. Et dans ces propositions politiques, il y avait par exemple un revenu minimum. Et c'est comme ça qu'en 1988 a été créé le RMI. Ça a été quand même une avancée, même si le RMI, on a pu avoir, et on a eu un regard critique après dessus, parce qu'effectivement, il y a eu un revenu minimum, mais tout ce qui aurait dû être fait au niveau de l'insertion n'a pas forcément été fait. Mais ça a été quand même une avancée, parce qu'avant le RMI, il n'y avait pas de revenu minimum en France. Et c'est vrai que les gens qui ont vécu à cette époque-là savent ce que c'est que d'avoir vécu sans ce RMI, qui est devenu après le RSA. Après, en 1998, donc, il y a eu cette loi d'orientation et de lutte contre les exclusions. Et là aussi, il y a un certain nombre de choses qui existent dans cette loi. Alors, avec la difficulté, c'est quand une loi sort, c'est pas pour ça que tout ce qui est écrit dans la loi est appliqué. Parce que ça, c'est bien sûr aussi la manière dont les citoyens s'emparent de ces lois, dont les professionnels s'emparent de ces lois, dont les élus mettent en place aussi ces lois. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'une loi est plus ou moins appliquée, mais entre autres quand même la façon dont les citoyens rappellent des fois l'existence de cette loi et se battent avec cette loi. Mais donc, dans la loi de lutte contre les exclusions, ça parlait aussi de l'importance d'une couverture maladie qui après est devenue la loi sur la CMU. Donc ça aussi, la CMU, ça a été malgré tout une avancée. ATD Quart Monde n'a pas été le seul. Il y avait aussi Médecins du Monde, par exemple, qui voyait ces personnes sans couverture maladie et qui a beaucoup bataillé. Il y a beaucoup de choses qui ressortent aussi d'alliances entre plusieurs associations, mais qui partent vraiment à la base de ce que des personnes disent qui est insupportable. C'est insupportable de ne pas pouvoir se soigner, pas pouvoir soigner ses enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de couverture maladie? Et ça a été la loi sur la CMU. Après, il y a eu la loi sur le droit au logement opposable aussi, qui a été un combat d'ATD Quart Monde et d'autres associations. Mais ces lois, moi je pense que ce sont malgré tout des avancées. Inscrire dans la loi ces droits, c'est vraiment très important. Mais après, c'est sûr que le combat, il reste à mener souvent pour l'application réelle, pour que des moyens financiers soient donnés à ces lois-là, pour que tout le monde connaisse ces lois et ça reste aussi le travail des professionnels et des associations que chacun connaisse ses droits. Vous savez, quand on ne connaît pas ses droits, on peut se défendre. J'ai dit aussi quelque chose. Oui, mais parce que c'est à cause du temps. Est-ce que vous pourriez me donner la définition de la pauvreté? Voilà. S'il vous plaît. Oui, C'est pas moi il y a qui une vais question dans ce genre-là? Oui, c'est par rapport Oui. à la création du RMI. Je voudrais savoir si aujourd'hui, ATD Quart Monde milite pour le revenu de base. Pour aller plus loin que... D'accord. Parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, la connaissance... voilà. Après, je pense qu'il y a des gens à l'intérieur d'ATD Quart Monde qui militent dans des lieux où d'autres gens militent pour un revenu d'existence. C'est pas forcément tout le mouvement ATD Quart Monde qui est dans ce combat-là. Après, moi, je pense que c'est important aussi, enfin, je sais pas les autres questions qui sont préparées,
il peut y avoir beaucoup de questions sur ATD Carmonde, mais aussi qu'on soit sur des questions autour de cette question du croisement des savoirs et de comment on travaille la participation des personnes. Enfin, après, on peut en reparler à table, plus d'ATD Carmonde pour ceux qui veulent. Ouais. Je propose ça et oui, pareil pour la pauvreté. Vous vous laissez dans la même veine parce que sinon il y a un groupe avant vous. Sur le croisement des savoirs. D'accord. Il y a ce qui est écrit au tableau, en fait, les personnes n'ont pas de lien de dépendance avec les professionnels. Il y a aussi une liberté de parole. Est-ce que vous avez des espaces ou des moments où justement il y a du lien entre les militants et du coup l'assistante sociale, un médecin, des gens avec qui il y a cette relation de dépendance? Comment est-ce qu'on arrive aussi à travailler avec eux? Ça va? C'était clair? Oui, mais oui, non mais on a besoin de réfléchir. C'est pendant les temps de croisement. Oui, c'est ça. Il faut voir les temps de ce qu'on appelle les co-formations par le croisement des savoirs. C'est des moments où on va très loin, en fait, dans la réflexion, dans l'analyse, et où chacun est poussé un peu quand même dans ses retranchements, quoi. Enfin, dans sa... Et c'est vraiment très difficile, et je pense que ce serait impossible pour une personne de se retrouver, par exemple, face à son assistante sociale, quoi. Et d'avoir d'avoir un regard, tout à l'heure, Paulette, elle disait, on ne critique pas les professionnels, mais il y a quand même un regard critique qui est porté sur la pratique, parce que c'est quand même le but, c'est d'arriver à mieux se comprendre. Et dans l'autre sens aussi, les professionnels peuvent à des moments être durs avec les militants, dire oui, mais vous faites ça, mais dans votre vie, on sait que c'est pas toujours comme ça. Donc ces dialogues un peu durs, c'est impossible de les avoir avec la personne qui connaît toute votre vie et surtout qui a un pouvoir sur votre vie. Et est-ce que vous avez d'autres espaces que la co-formation pour ces échanges-là? Alors, du coup, dans ce qui s'appelle la co-formation, les militants, ils viennent d'ailleurs, d'une autre ville. Donc, mais ils sont justement, ça c'était un autre point important, ils sont dans un groupe ATD, ils ne viennent pas seuls, ils sont accompagnés par ATD et notamment pour, voilà, justement pour tout ce qui les concerne eux, mais c'est en dehors. Parce que, peut-être Noélie, tu veux raconter ta petite expérience, comment ne pas faire l'interpersonnel en situation même, et je dirais presque surtout si les professionnels croient qu'ils font bien. De discuter de façon personnelle. La personne qui était allée fumer dehors. Ah oui, oui, le temps que ça me vienne. Donc dans une co-formation, il y avait justement il y a des règles très strictes qui ne sont pas toujours comprises au départ et qu'on comprend après coup. Donc par exemple, une des règles très strictes, c'était qu'entre midi et 2, le groupe des professionnels ne parle pas avec le groupe des militants. C'est une directive qui est très mal vécue au départ. Et donc on l'a appliquée dans une co-formation et on est tous allés manger à la cafétéria, mais avec deux groupes séparés. Et à un moment donné, il y a un militant qui est sorti fumer une cigarette en 5 minutes, c'était. Et en l'espace de 5 minutes, il y a un professionnel qui est venu le voir en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez comme problème? Comment ça va dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe pour vous en fait ?» Et il a fallu 5 minutes, hein, parce que les animateurs étaient très vigilants. Et donc ça, c'est vraiment un moment où le professionnel essaie de recréer une relation de dépendance en fait, hein, puisque quand on s'adresse à une personne comme ça en disant quel est votre problème, en tant que professionnel, c'est pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'aider, pour essayer... Voilà. Et donc le militant qui était préparé en amont avec son groupe lui a répondu du tac au tac, et vous, c'est quoi votre problème? Voilà, donc ça a rétabli la relation et ça s'est arrêté. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, il faut avoir de la répartie. Après peut-être... Enfin, il peut y avoir, et bien sûr, il y a aussi des moments où des personnes, des membres d'ATD Carmonde sont en dialogue direct avec un professionnel par rapport à leur situation et essayer qu'il y ait la meilleure compréhension possible entre ce professionnel et la personne. Ça peut passer parfois, et c'est des fois mal compris par les professionnels, par le fait que la personne soit accompagnée dans l'entretien. Et quand on accompagne dans un entretien, ça veut dire surtout qu'avant, par exemple, d'aller rencontrer son assistante sociale qui s'occupe des enfants qui sont placés, par exemple, de s'être préparé, d'avoir préparé avec la personne, qu'est-ce que toi tu as envie de lui dire
quelles questions tu voudrais lui poser. Donc préparer l'entretien avant, ça peut être important. Assister à l'entretien si la personne le veut, mais quand la personne le demande, c'est qu'elle en a besoin, c'est que ça peut l'aider, et c'est important que les professionnels aussi soient capables d'entendre que la personne qui accompagne, elle ne va pas parler à la place de la personne, et elle ne doit pas le faire. Mais elle peut aider la personne à se sentir en confiance pour parler. Et elle peut aussi arriver à aider la personne à dire ce qu'elle voulait dire. Parce que on n'est pas du tout dans une relation d'égal à égal hein, quand on est entre un professionnel et une personne en situation de pauvreté. Le pouvoir, il est ressenti de façon énorme en fait par les gens. Et ça rétablit peut-être un peu d'égalité, le fait de pouvoir y aller ensemble, et puis de pouvoir reparler aussi après de ce qui s'est passé. Mais bien sûr qu'il faut que ce soit la demande de la personne, mais ça peut permettre quand même de faciliter le dialogue en direct, mais là on est dans le règlement de sa situation, enfin la prise en compte de sa situation, on n'est pas dans un travail de recherche ensemble. Ok, le groupe du milieu là. Oui, non? Un, deux, trois. On s'est questionné sur comment transposer vos formations d'échange de savoir avec nous, ce qu'on vit en tant que professionnel, avec notre quotidien. Donc on a débattu de ça et ensuite on a plus orienté la question sur comment créer des conditions pour que les personnes elles-mêmes soient un peu à l'initiative de ces projets, soient moteurs de ces projets, parce qu'on avait une crainte, c'est que la personne en fait soit, comment dire, que la personne soit passive quelque part et qu'elle vienne sur des formations parce qu'on lui demande de venir. Qu'elle soit un peu manipulée. Voilà. On s'interroge sur comment faire que la personne soit libre dans cette formation. On entend souvent cette réponse-là, qu'on est manipulé. Mais on n'est pas du tout manipulé. On prépare peut-être une semaine à l'avance ou 2 semaines à l'avance, on est préparé quoi. On fait un travail préparé. Mais je pense que au niveau des professionnels, ça se passe comme ça aussi, on doit préparer à l'avance. Mais cette réponse-là, on l'entend souvent. On est téléphone officiel. On est débatté au niveau de... Voilà, tout le temps. C'était comment Oui. Dans le choix aussi du thème, peut-être, est-ce que c'est imposé? Non. Le thème n'est pas imposé. On fait les récits d'expériences de vie sur un moment où on a eu contact avec un professionnel. Mais c'est nous qui choisissons le récit qu'on veut faire. On ne dit pas il faut faire quel et tel récit, non. C'est nous qui choisi le récit. Et on en fait 3. Et après c'est envoyé quoi. Et après bon, le national, après bon, on prend un sur le thème, parce qu'il y a un thème aussi quand même. Mais on a le choix. Verena. Je peux répondre par rapport à ce que la question est posée. Alors on n'est pas du tout manipulé par la télé. C'est bien notre libre pensée qu'on dit pendant les formations. Peut-être qu'on voulait dire c'était avant. Qu'est-ce qui vous donne envie de participer, de vous ouvrir? C'est surtout ça. Et c'est un combat qu'on aime et on a envie que les choses changent. Donc on va se battre pour les familles et pour nous-mêmes. Est-ce que les gens entendent quand... Il y a des personnes qui n'ont pas envie de en train de dire qu'ils n'ont pas confiance en toutes les institutions, en toute votation. Un peu plus fort, s'il te plaît. Parce qu'ils n'ont pas confiance en toutes ces institutions et en votation, et ils n'ont pas la preuve que ça fonctionne vraiment. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est pour leur montrer que ça peut fonctionner. Et après, dans quelques temps, peut-être que... On est là pour ça, non? Après, je pense que ce que Verena dit, ça répond en partie à votre question, c'est une motivation pour venir, c'est faire changer les choses. Voilà. Sur le oui, non? Je pense comme ça.
Juste sur la préparation par rapport au thème d'une co-formation, donc nous on est en train d'en préparer une en lien avec ATD Carmonde qui aura lieu sur Perpignan du coup en octobre. Et la préparation du thème, elle se fait notamment avec les institutions partenaires, puisque l'idée c'est que ce qui soit travaillé soit aussi des questions qui intéressent l'institution en termes de changements sur lesquels elle souhaite elle s'impliquer et où elle a des attentes. Donc il y a l'idée de, quand on prépare le thème d'une co-formation, c'est de faire se croiser en même temps ce que vont attendre les institutions du travail qui va être mené par les personnes pendant 4 jours. Et ensuite, bon, les militants qui, là c'est plus vous qui, c'est ATD qui s'occupe de proposer aux militants, c'est les militants qui sont intéressés par le thème et qui ont travaillé sur ces thèmes-là dans des universités populaires, qui du coup ont aussi écouté la parole et échangé avec d'autres personnes du mouvement ATD, avec des personnes en situation de pauvreté sur ce thème, et qui du coup ont réfléchi sur ce thème-là et ont commencé à l'analyser. Ok, il y avait une main, c'était qui? Oui. Oui, c'était en réponse à la question de madame là. Je pense que la première des choses, peut-être pour que quelque chose, un échange se passe, je pense que c'est l'accueil. Et l'accueil, c'est pas forcément salut, ça va, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux. Non, c'est peut-être attendre aussi que la personne prenne la parole. Et donc l'accueil, c'est un travail de patience, mais c'est aussi un travail d'écoute, parce qu'en fonction de cette écoute-là, un professionnel va pouvoir commencer non pas à imposer sa vision, mais en écoutant la personne, il va essayer d'appréhender le réel besoin de cette personne. Donc l'accueil est véritablement important, car c'est lui qui va déterminer la suite des événements pour la personne qui vient demander quelque chose. D'accord. Ça, on va en reparler cet après-midi. Où on en était. Oui, vous vouliez poser une question? Alors, est-ce que la valeur des mots est-elle différente entre les professionnels et les militants? Et la même chose sur le respect. La valeur des mots, est-ce que c'est la même pour les uns et pour les autres? La valeur ou la signification, c'est valeur, vous dites, hein? Valeur. D'accord, la valeur des mots, est-ce qu'elle est la même pour les professionnels et pour les militants? La question, elle est posée à qui? À tout le monde? Non, à vous, parce que si tu vas un peu plus pratiquement. Moi, je ne comprends pas la question. Une connerie va être dite par un homme, c'est rigolo. Dite par quelqu'un qui va être de la rue, ça va être con. Ah, oui. Ah, oui. C'est pour préciser un peu. Ah oui, si on pense que la parole des uns et des autres a la même valeur. Voilà. D'accord. Oui. Bah, c'est justement, c'est une des questions. C'est une question verte. C'est exact. Enfin, je trouve par rapport à cet exemple, c'est exactement ça. Hein, c'est-à-dire, dans une co-formation, tout d'un coup, des mots dont on aurait pu dire que c'est une connerie, c'est pris. Ça n'a pas la même valeur à l'intérieur de ce qu'est une co-formation. Donc la valeur des mots a la même signification qu'en milieu privé. J'en déduis moi. C'est ce que vous venez de dire. Hein. Au sein de la co-formation, ça aura la même valeur, mais en dehors, dans la vraie vie, c'est plus pareil. Ce qu'on espère justement, pour les gens qui viennent en formation, c'est qu'en ressortant de la formation, ils aient une autre écoute, un autre regard, ils accordent peut-être plus d'importance à ce qui est dit par les personnes. Sinon, c'est vrai que si en sortant de la co-formation, il n'y a pas beaucoup de changements, mais généralement il y a quand même du changement. Et assez étonnant d'ailleurs, parce que même des gens qui sont dans des métiers de relation, où ils sont en relation quotidiennement avec des gens en grande situation de grande pauvreté ou d'exclusion, le fait d'être dans un autre cadre, justement, où le dialogue il se noue différemment, c'est là qu'ils prennent conscience en fait des décalages qu'il peut y avoir, dont ils n'avaient pas forcément conscience dans leur quotidien de travail. Et qu'ils entendent d'autres choses, mais justement, parce qu'en fait, ils ne sont pas dans un face-à-face avec une personne qui arrive en demande de quelque chose, un peu écrasée, dans la peur des conséquences et tout ça de ce qu'elle va dire, et du coup ils vont se retrouver beaucoup plus en face de la pensée des personnes qu'ils ont en face, en fait. Et de choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus travaillées, réfléchies, et là, et à partir de là, ils peuvent se dire, bah, finalement, voilà,
peut-être des choses aussi que je peux changer dans ma pratique pour essayer d'arriver sur ce niveau vraiment de compréhension, d'échange. Ok. Est-ce qu'on peut passer là-bas au fond? Si, là-bas, ils ont posé une question. Là-bas aussi. Oui, si. Et là aussi. Là-bas au fond, le groupe qui est au fond là-bas. Oui. Oui? Coucou. Alors? 1, 2, 3. Oui? Vous avez une autre, parce que vous avez déjà posé une question, mais c'est une autre? Vous avez... Bon, alors allez-y. Allez-y. C'était un point supplémentaire. D'accord, allez-y. Oui, alors notre question, c'était un petit peu sur les co-formations, comment elles sont mises en place, à la demande de qui? Est-ce que c'est des groupes d'habitants? Est-ce que ce sont uniquement des institutions? Est-ce qu'il y a des besoins de financement, etc. Alors, ouais, elles sont mises en place à la demande d'institutions, généralement, pour la formation d'un certain nombre de professionnels. Ça peut être par exemple dans des écoles de cadre. À l'école d'Angers, c'est une école de cadre de l'action sociale, et chaque année des co-formations. Ça peut être un conseil général qui décide de mettre en place. Voilà, et comme on disait tout à l'heure, généralement sur un thème. Ça peut être sur la santé, sur la parentalité, sur je sais pas quoi, l'école, enfin. Et donc c'est très important qu'il y ait ce comité de pilotage qui met en place, parce que c'est lui justement qui va avoir la préoccupation aussi des suites. C'est-à-dire le but, c'est pas simplement de passer 4 jours très forts, très émouvants, très voilà. C'est aussi qu'est-ce que ça va faire changer dans ces institutions. Les institutions, quand elles envoient des professionnels en formation, nous on espère que quand les professionnels, après le dernier jour, il y a une restitution aux institutions de ce qui a été travaillé dans la co-formation et des conditions pour arriver à mieux travailler ensemble. Et si les professionnels disent moi je ne peux pas mettre en place, je ne peux pas par exemple arriver à comprendre la personne qui est en face de moi en moins de 5 minutes, parce que j'ai que 5 minutes pour les recevoir dans mon institution, c'est vrai que si l'institution elle n'entend pas ça et qu'elle n'essaye pas de changer un peu le temps par exemple qui est donné aux professionnels, ça va être difficile, quoi. Donc il y a quand même une volonté qu'il y ait un engagement des institutions. Et après, bien sûr, les financements qui vont avec. C'est important de dire que les personnes, les militants qui participent pour ATD Carmonde aux formations sont payés. C'est un travail, voilà, ils ne viennent pas bénévolement, et donc c'est important que ce soit reconnu. Juste, moi, tant que j'ai le micro, j'en profite, je voulais répondre par rapport à la question que vous souleviez tout à l'heure autour de la motivation. Je crois que des fois, on peut avoir l'impression, vous parliez de passivité, l'impression que les gens ne sont pas demandeurs, ne sont pas volontaires, parce qu'en fait, avec des gens qui sont vraiment en situation de pauvreté et d'exclusion, c'est ce qu'ils ont vécu souvent depuis le début de leur vie, c'est qu'on ne leur a jamais demandé leur avis. On ne leur demande pas leur avis. Leur avis, il n'y a pas de lieu où on leur demande leur avis. C'est quand même, très souvent, il y a beaucoup de choses qui sont imposées, qui sont... alors il y a peut-être des progrès, je pense même qu'il y a des progrès qui sont faits, mais il n'y a quand même pas une liberté d'expression déjà dans le quotidien. Donc pouvoir croire que ce que les gens vont venir dire dans un cadre va changer des choses, c'est pas évident de se dire que ça va changer des choses. Mais moi je crois que la motivation des gens, elle peut venir si nous, on est convaincus. On est convaincus qu'ils ont réellement des choses à apporter, qu'ils ont des choses à nous aider à comprendre, qu'on attend vraiment, nous, quelque chose de cette participation. Et moi je crois que si on attend vraiment quelque chose de cette participation, on sait les faire venir. C'est si on dit vraiment à une personne, on va faire une réunion là pour travailler sur un projet sur votre quartier, parce que si vous n'êtes pas là, si ça se trouve, on sera complètement à côté de la plaque, nous les professionnels, les gens ils peuvent entendre ça. Mais après, une fois qu'on l'a dit, il faut le faire aussi. C'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'on est dans les conditions où réellement on va pouvoir changer des choses. Alors là-bas au fond, oui. Le groupe à côté de celui qui a parlé, là, vous êtes prêts ? D'accord, alors on reviendra à vous. Le suivant, le Violette. Vos questions ont été posées, d'accord. Le groupe Anne-Sophie. Pour faire suite un petit peu à ce qu'il avait dit, on aurait aimé avoir des exemples concrets. Quoi, voilà. Mais notre question, c'était en fait en amont. Comment est-ce que vous faites pour mobiliser les gens, justement les gens en grande pauvreté, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, qui sont pas dans...
on n'utilise pas l'endroit pour les motiver à participer. Hein. Bon, il y a la carotte d'être payé, soit, mais à mon avis, ça ne suffit pas, loin de là. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a des différences entre la mobilisation en ville et à la campagne? Sachant, bon, là, les PO, par exemple, c'est un territoire plutôt périurbain, campagne, enfin rural et montagne. Comment est-ce que vous faites pour contacter aussi ces personnes-là qui sont éloignées de chez éloignées, quoi, des droits? Oui, vous voulez répondre? Non, mobilisation. Dans les villes, dans les campagnes, effectivement, qu'est-ce que l'unité carbone, qu'est-ce qui se passe? Moi, je au niveau européen, est-ce qu'il y a quelque chose aussi au niveau européen? Alors, depuis toujours, enfin, ce qui a été la volonté des membres d'ATD Quart Monde, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont, de mener des actions, par exemple, dans les quartiers. Alors, je ne développe pas sur toutes les actions qui sont menées, mais dans ce qui est mené souvent à la base, qui va permettre de rencontrer des gens dans un quartier, c'est ce qu'on appelle bibliothèque de rue, par exemple, où on va tout simplement aller avec des livres dans un quartier, lire avec des enfants dans la rue, donc en s'abritant quand on peut, comme on peut quand il pleut. Mais ça va permettre de créer des relations avec des enfants. Et pour nous, le livre, c'est très important parce que c'est la base du savoir, de l'ouverture au monde, et c'est un outil de dialogue qui est formidable. Et à travers ces enfants, on va connaître des familles. Et avec ces familles-là, leur parler de ce que c'est qu'ATD Quart Monde et les inviter dans ce mouvement. C'est pour ça qu'on ne va pas chercher les gens forcément comme ça, on les invite à participer avec nous parce qu'on pense aussi que si on leur dit qui on est et ce qu'on cherche, en fait on est un mouvement de lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion, on est un mouvement qui travaille pour plus de justice, on pense vraiment, et on en a la preuve régulièrement, qu'on rejoint le combat des gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui vivent des situations de pauvreté et d'exclusion qu'on en ras-le-bol. Ce que disait Colette, c'est on dit stop. Et les gens, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as rencontré des gens qui t'ont écouté et qu'on dit bah oui, bah nous aussi, on ne supporte pas l'exclusion et la misère, bah, ça donne envie aux gens de participer. Donc c'est souvent la base de la participation, elle est là. C'est qu'en fait, on rejoint des gens dans leurs préoccupations, dans leurs combats, en allant dans des quartiers où ils habitent. Et après, c'est une évidence que l'impact que peut avoir une association comme ATD comme d'autres, c'est aussi les gens comme nous qui se mobilisent pour y aller, quoi. Parce que s'il n'y a pas beaucoup ATD Quart Monde dans la campagne, peut-être, c'est parce qu'on n'est pas non plus si nombreux que ça, quoi. Et les limites de toute association, elles reposent aussi sur la limite de l'engagement de gens qui se préoccupent du sujet, quoi. Donc là, si tous les citoyens étaient solidaires des gens les plus en difficulté, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de pauvreté et d'exclusion, quoi. Donc c'est ça, les limites du truc, c'est le nombre qu'on est. Donc malgré toutes nos tentatives de faire passer des messages, c'est pas si facile que ça. Et puis européen. Voilà, donc je n'ai pas précisé dans l'introduction, mais en fait ATD Quart Monde est un mouvement international maintenant. Ça a démarré en France, mais c'est un mouvement international, donc qui est réparti dans je crois une quarantaine de pays. Donc avec des équipes, des petites équipes souvent, hein, c'est des très petites équipes de volontaires permanents, d'amis, et donc qui mobilisent des familles qui deviennent militantes. Le chemin, il se fait comme ça. On se demandait comment la parole du groupe était portée. Est-ce qu'il y avait un porte-parole dans le groupe qui était désigné? Et comment cette parole, elle pouvait aussi dépasser le champ de la formation et aller interpeller des politiques, par exemple? Donc la restitution des travaux du groupe, elle a lieu ensemble. C'est-à-dire, elle n'est pas faite par groupe de pairs, il n'y a pas un porte-parole. À la fin d'une coformation, sont invités un certain nombre de personnes, en général les institutions qui ont envoyé leurs agents ou des professionnels dans la formation. Il peut y avoir des élus, il peut y avoir ce que sont invitées toutes les personnes qui pourraient contribuer à faire avancer les questions sur lesquelles il a été travaillé dans le groupe. Et c'est le groupe ensemble, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont fait partie de ce groupe, donc professionnels et militants, qui ensemble
restitue ce qui s'est passé, les propositions du groupe. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui est travaillé dans le... Hein, on a dit plusieurs fois, une co-formation classiquement ça dure 4 jours. Le 4e jour, le matin, la restitution est préparée, l'après-midi c'est la restitution. En fait, il y a une journée entière qui est consacrée à ça, et notamment à voir aussi les suites qui peuvent être données. Il y a des discussions une fois que la restitution a été faite. Il y a un moment de débat avec les invités pour voir comment ça pourrait continuer. Et puis il y a un compte-rendu. Voilà, comme écrit. Mais après, tous les résultats ne sont pas produits non plus forcément le premier jour. C'est en cours de route, au fur et à mesure du travail, que le groupe peut se dire, bah, tiens, là on a compris ça, on se le note, et c'est la somme de toutes ces observations, ces compréhensions qu'on a en cours de route qui donne lieu à la production finale. La question qu'on se posait, c'était de redéfinir un peu la pauvreté, la précarité, selon les points de vue. Parce que les points de vue des professionnels, des universitaires ou des situations, des gens qu'on dit en situation de pauvreté, peut être différent. Leurs propres richesses ne sont pas forcément vues pareil d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça serait long de répondre. Moi, là, pour ceux qui s'intéressent, qui ont vraiment envie de creuser, je vous invite vraiment à lire le livre qui s'appelle Le croisement des savoirs. Parce que ça a été un travail très poussé entre universitaires et personnes en situation de pauvreté, donc sur des thèmes précis, comme, par exemple l'histoire de la pauvreté. Ça a été aussi pour arriver à comprendre comment la pauvreté a été vue au cours de l'histoire, que les personnes aussi disent que c'est pour elles la pauvreté, travailler sur la notion, le mot quart-monde, qu'est-ce que ça veut dire, d'où c'est venu. Et on ne peut pas répondre en quelques minutes là, parce que ce serait, à mon avis, sans intérêt, mais moi je vous invite vraiment à lire ce livre. Il est un peu gros, mais c'est parce qu'en fait c'est 5 mémoires de recherche, donc divisé en 5, vous n'êtes pas obligé de tout lire en même temps, c'est pas si gros que ça. Et on rentre vraiment dans ce que des personnes en situation de pauvreté pensent et analysent à partir de leur propre vie, et partagent avec d'autres et sont capables de partager avec des universitaires. Je peux vous le montrer, je l'ai amené le livre là, je l'ai quelque part par là, je peux vous le prêter, et il peut se commander dans n'importe quelle librairie sur internet, ce que vous voulez, mais je pense que ça vous apprendra beaucoup plus. Est-ce que les richesses sont prises en compte en même temps que... Bien entendu. Oui. Et justement parce que ATD cherche à faire reconnaître cette manière de co-recherche, hein, comme on dit co-formation, co-recherche, qui existe, Florence l'a dit tout à l'heure, il y a eu des expériences au Québec, il y en a eu peu en France, et il y a un séminaire épistémologique, donc de réflexion sur la recherche elle-même, qui va avoir lieu à l'initiative d'ATD pour montrer ça, qu'on peut faire de la co-recherche avec des personnes en situation de pauvreté. Il faut qu'on arrête, on a largement dépassé le temps. Tu veux j'aurais juste voulu rajouter un point, parce que je sens que vous demandez des fois comment on peut mettre en pratique des choses dans notre quotidien de travail. Mais ça, bien sûr, les co-formations, c'est un cadre très particulier. Après, dans des projets d'action, par exemple, je pense que c'est beaucoup plus possible de travailler, y compris avec des gens qu'on peut connaître. Dans une école, dans un quartier, il y a des choses qui peuvent être faites. Quand on analyse, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les problèmes d'un quartier et chercher des solutions ensemble, après professionnels et habitants, c'est possible, même si on se connaît. Mais par contre, ça reste quand même très important d'avoir des moments où on travaille séparément, pour que la liberté des personnes, que les personnes puissent dire librement. Pour moi, le problème, par exemple, dans l'école de mes enfants, c'est qu'on ne fait pas attention, les instituts, ils ne font pas assez attention qu'il y a des gamins qui se font taper dessus pendant la récréation et ils ne font rien. Ben ça va être difficile pour un parent de le dire face à l'institut de son enfant. Mais par contre, s'il le dit dans le groupe et que le groupe peut le retransmettre, on peut travailler quand même ensemble. Les enseignants, eux, ils vont avoir vu d'autres choses du côté des parents, peut-être qu'ils ne vont pas, dans la façon dont on parle de l'école, dans le fait qu'ils ne viennent pas tous les jours, des choses comme ça. Et ils vont pouvoir le dire. Mais c'est les deux groupes qui se confrontent. Et il faut vraiment respecter, c'est la base, le travail séparé. Mais après, des choses peuvent quand même se faire sans aller trop loin, mais plutôt dans des projets de construction d'action.
Voilà. On va, je pense que cet après-midi, ça va devenir plus clair. C'est le principe de l'autonomie des savoirs. C'est-à-dire, hein, je ne fais que reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, mais entre pairs, c'est plus facile, on a moins peur d'être jugé, c'est plus facile d'échanger parce qu'on a un fond commun. Et ensuite, on se fabrique un avis collectif qu'on peut échanger et croiser avec d'autres. C'est vraiment le principe du croisement des savoirs. Voilà. Donc là, vous avez sur votre table qui était retournée à l'envers, une affiche, et vous allez avoir à écrire dessus. En fait, la question est affichée, hein, elle est aussi affichée là pour ceux qui ont la tête à l'envers. Donc, voilà. Mais du coup, elle est affichée comme ça, ceux qui pourraient la lire à l'envers, ils la lisent là. Donc, on l'a un tout petit peu reformulé comme ça. Faire participer les personnes éloignées de la parole et de la prise de décision. Hein, donc, des personnes, en gros, vivant la pauvreté, même si on n'a pas défini ce qu'on entend par pauvreté, mais c'est une autre manière de dire. Hein, elles sont éloignées de la parole, c'est-à-dire elles n'osent pas parler, surtout en public, elles n'osent pas parler en dehors d'un groupe de pairs. Elles participent jamais aux prises de décision. On prend des décisions pour elles ou on leur propose des décisions. Mais voilà, c'est donc ces personnes, faire participer ces personnes-là. Qu'est-ce que ça pourrait apporter aux politiques publiques? Hein, ça c'est une colonne. Et l'autre question c'est quel problème est-ce que cela pose? Hein, on en a déjà abordé dans le débat là. Donc, vous êtes invités à remplir la fiche, à discuter d'abord. Hein. Vous pouvez réfléchir à vie personnelle, si on fait comme la méthode du croisement, à vie personnelle, puis on échange dans le groupe ces avis personnels, et puis on essaye de tomber d'accord et on écrit sur la fiche.